Bonjour et bienvenue dans notre guide pratique dédié à la révision et au contrôle comptable selon le référentiel Cisco ADA révisé. Je suis Alain, votre expert pour cette session. Et je suis Claire. Ensemble, nous allons décortiquer les meilleures pratiques pour mener un audit efficace et conforme dans l'espace OADA. Oui, Et notre parcours aujourd'hui couvrira les fondamentaux du Cisco ADA, la méthodologie d'audit en 4 étapes, les procédures par cycle, et puis on conclura avec des cas pratiques pour illustrer la théorie. absolument clair. Commençons par les bases. Le Cisco ADA révisé, qui est en vigueur depuis 2018, c'est bien plus qu'une simple mise à jour. Ah oui? C'est un véritable écosystème comptable pour les 17 pays de l'espace OADA. L'idée, c'est d'harmoniser les pratiques et de les faire converger avec les standards internationaux, les IFRS. C'est un point crucial, Alain. Cette réforme a introduit des innovations vraiment majeures. L'approche par composante pour les immobilisations, les impôts différés ou encore l'état des flux de trésorerie, des choses qui n'étaient pas systématiques avant. L'objectif est clair, c'est d'améliorer la transparence et la fiabilité de l'information financière. Et qui dit nouveau référentiel comptable, dit nouveau cadre d'audit. Exactement. Le règlement de 2017 a rendu l'application des normes ISA, les standards internationaux d'audit, obligatoire. Oui, La mission de l'auditeur, c'est donc de fournir une assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d'anomalies significatives. pour y parvenir, l'auditeur a une méthodologie bien structurée en 4 grandes étapes. C'est ça, C'est un véritable fil conducteur pour la mission. exactement. La première étape, c'est la prise de connaissance. Il ne s'agit pas juste de lire les anciens rapports. Il faut comprendre l'entité, son secteur, son modèle économique et surtout identifier les zones de risque propres à son activité. D'accord. C'est cette analyse qui va orienter toute notre stratégie d'audit. La deuxième étape, c'est l'évaluation du contrôle interne. Une fois qu'on a identifié les risques, on doit évaluer si les procédures mises en place par l'entreprise sont suffisantes pour les maîtriser. Tout à fait. On analyse tout. L'environnement de contrôle, la séparation des tâches, les processus d'autorisation. C'est une étape fondamentale. Si le contrôle interne est jugé fiable, on pourra alléger nos tests de détail. Dans le cas contraire, il faudra compenser par des vérifications plus poussées. Logique. La matrice des risques qu'on voit ici est l'outil parfait pour synthétiser cette évaluation. Ce qui nous amène à la troisième étape, l'examen des comptes. C'est vraiment le cœur de l'audit. Oui. On met en œuvre des procédures analytiques et des tests de détail pour valider les assertions d'audit. D'accord. Et ces assertions, ce sont les critères que chaque chiffre dans les comptes doit respecter. L'existence, l'exhaustivité, la valorisation, les droits et obligations, etc. Précisément. Et cet examen se fait par cycle. Par exemple, pour le cycle achat-fournisseur, le risque principal, c'est la sous-estimation des dettes. Ah oui, classique. Nos procédures vont donc viser à s'assurer que toutes les charges et dettes de l'exercice sont bien enregistrées. On fait ça notamment via la circularisation des fournisseurs et l'analyse des opérations post-clôture. À l'inverse, pour le cycle vente client, le risque, c'est souvent la surévaluation du chiffre d'affaires ou l'existence de créances irrecouvrables. Oui. Pour les stocks, le gros défi, c'est la valorisation. Mhm. Est-ce qu'ils sont au bon coût? Est-ce qu'ils ne sont pas obsolètes? L'intervention à l'inventaire physique, ici, est une procédure vraiment incontournable. Et avec le Cisco ADA révisé, le cycle des immobilisations est devenu particulièrement technique, avec cette approche par composants. Oui, ça a tout changé. Il ne suffit plus d'amortir un bâtiment sur 20 ans. Non. Il faut décomposer la structure, la toiture, les installations techniques et appliquer des durées d'utilité propres à chaque composant. Enfin, la quatrième et dernière étape, la formulation de l'opinion et la rédaction du rapport. C'est la conclusion de tout notre travail. C'est ça. Sur la base des éléments qu'on a collectés, on doit décider si les comptes donnent une image fidèle. D'accord? Et ça peut aboutir à une certification sans réserve, avec réserve, ou même à un refus de certifier. Voyons comment tout ça s'articule avec un cas pratique. Bonne idée. Prenons une PME commerciale à un grossiste textile. Le contrôle interne y est souvent assez faible, avec une forte concentration des pouvoirs dans les mains du dirigeant. Dans notre exemple, l'audit a révélé des rapprochements bancaires non justifiés, des écarts d'inventaire importants et des créances douteuses qui n'étaient pas provisionnées. Waouh, L'impact cumulé de ces anomalies était significatif. j'imagine. Et ses conséquences ont été, l'opinion a été émise avec des réserves en pointant spécifiquement l'insuffisance des provisions pour dépréciation des stocks et des créances. Changeons de secteur avec une collectivité locale. Ici, l'enjeu n'est pas le profit, mais la conformité aux règles budgétaires et au marché public. C'est un autre monde. L'audit a souvent un volet performance en plus du volet financier. Ici, des faiblesses dans les procédures d'achat ont été identifiées, ce qui présentait un risque élevé de non-conformité et de détournement. Et pour finir, un cas industriel.
C'est l'exemple parfait pour illustrer les défis du Cisco ADA révisé. Ah oui? Les entreprises n'appliquaient pas l'approche par composante. Elles sous-évaluaient ses stocks en cours en oubliant les frais généraux et n'avaient pas de provision pour garantie client. Oula. L'impact sur le résultat était majeur, ce qui a mené, là aussi, à une opinion avec réserve. Ces exemples montrent bien que l'audit, c'est un exercice d'adaptation. Absolument. La méthodologie reste la même, mais les points de vigilance et la nature des tests varient radicalement selon la taille, le secteur, la maturité de l'entité. C'est ça. La clé, c'est une planification rigoureuse basée sur les risques, une documentation sans faille de chaque étape et une communication transparente avec le client. C'est le triptyque gagnant pour un audit de qualité. Rigueur, scepticisme professionnel et adaptabilité. Maîtriser ce cadre, ce n'est pas seulement se conformer à la loi, c'est surtout apporter une réelle valeur ajoutée à l'information financière dans l'espace OADA. Merci Claire pour ces éclaircissements. Et merci à vous de nous avoir suivis. Maintenant, voici une question sur laquelle on aimerait vous faire réfléchir. Face à la digitalisation croissante des processus comptables, comment l'auditeur doit-il adapter ces 4 étapes méthodologiques pour auditer efficacement les algorithmes et les données dans un environnement de plus en plus immatériel ?